Bienvenue si vous nous rejoignez sur New World Info pour le plateau de l'invité. Au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, s'apprêtent à désigner son duo de candidats et tous les regards sont désormais tournés vers ses leaders, notamment l'ancien président Yahi Boni, qui sera donc le challenger des démocrates face à Romuald Wadani, le candidat désigné par la majorité au pouvoir pour l'élection présidentielle d'avril 2026. On en parle avec notre invité, Noureddin Diallo. Merci de nous rejoindre. Merci à vous pour l'invitation. Le parti Les Démocrates n'a pas encore nommé son candidat. Nous sommes au Bénin. Alors pourquoi ce retard selon vous? Peut-on parler de retard ou de retardement? Parce qu'en réalité, les démocrates sont complètement dans les normes selon le calendrier et le code électoral. C'est en octobre, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre prochain, que s'il n'y a pas candidat, c'est que donc le parti ne se présente pas. Donc ils sont complètement dans les temps. Mais les partisans s'impatientent à découvrir qui sera donc le porteur du flambeau des démocrates. Tout à fait. Ce retardement, il est stratégique. Et il relève d'une, en tout cas de méfiance au regard des élections législatives et même présidentielles antérieures. Parce que là, d'abord, le calendrier leur permet de prendre leur temps et de ne pas vivre sous pression. Et ensuite, c'est aussi une manière pour les démocrates de garder le suspense jusqu'au bout. D'ailleurs, le parti a sorti récemment un communiqué pour préciser que dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, il va faire connaître son candidat officiellement pour l'élection présidentielle. Mais en même temps, c'est une stratégie, simplement parce que les démocrates veulent être prudents. Et ils marchent sur les œufs, parce que numériquement, en fonction du parrainage, c'est trop juste. Ils n'ont que 28 députés. Juste ce qu'il faut. Bien qu'aujourd'hui, le chef du parti, le président Yahi Boni, ait reçu les parrainages, il n'en demeure pas moins que, évidemment, que les démocrates aussi soient sous pression quelque part. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, il suffirait simplement qu'un seul des 28 députés puisse démissionner. Et le rêve des démocrates de participer aux élections présidentielles vole en éclats. Donc, il faut être prudent. Donc, la priorité pour les démocrates aujourd'hui, c'est de resserrer les rangs, c'est de garder donc les 28 parrainages et de faire en sorte que personne ne démissionne parmi ces 28 députés pour leur créer du tort. Et récemment, quand même, il y a le fait que l'autre parti de l'opposition, je ne suis pas à l'aise en l'appelant parti de l'opposition, les FCBE, les Forces Cori pour un Bénin émergent, qui représente une sorte de cheval de Troie. Parce qu'aujourd'hui, ce parti qui se réclamait de l'opposition a fait une alliance avec les deux partis qui soutiennent le président Talon, à savoir le bloc républicain ainsi que le renouveau. Donc, et puis cette alliance va permettre à ce parti qui se disait de l'opposition d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. On dirait qu'il y a une manœuvre qui est en train de s'organiser de façon sournoise pour de manière à ce qu'il y ait une autre force qui soit présentée dans l'opinion, sur la scène, soit projeté au devant de la scène, comme étant un parti d'opposition, alors que tout le monde sait très bien que les FCBE n'ont aucun député à l'Assemblée, et en matière même d'élus locaux, ils n'ont pas grand-chose. Donc c'est un parti qui n'a pas beaucoup d'élus. Et le vrai parti d'opposition aujourd'hui, ce sont les démocrates qui détiennent 28 députés à l'Assemblée nationale. C'est la deuxième force politique au Bénin, alignée derrière les deux partis de la mouvance qui ont 81 députés à l'Assemblée du Bénin, devant donc les 28 députés des démocrates. C'est pour le moins qu'on peut dire le duo, sinon le candidat des démocrates donc se fait ou se font désirer. L'ancien président Yahi Boni demeure le président d'honneur du dit parti. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers lui, mais pour mieux comprendre quel rôle joue-t-il spécifiquement? Est-ce le rôle d'un faiseur de roi? Ou pourquoi s'attendre à ce que ces noms viennent de lui? Il faut préciser que le président Yahi Boni, si vous voulez, il représente, pour caricaturer un peu, il représente un peu pour l'opposition béninoise
ce que représente le président Talon pour la mouvance présidentielle. Le président Yahi Boni est un ancien président. D'abord, je précise qu'il ne peut plus participer aux élections, tout comme le président Talon lui-même, puisqu'il a déjà fait 2 mandats présidentiels de sa vie. Donc, il ne peut plus concourir. Par contre, c'est si vous voulez, c'est le leader charismatique de l'opposition politique, et il a encore son mot à dire. Il reste très populaire, en tout cas dans les sondages, mais dans les faits aussi, dans le landerneau politique béninois, il est très connu. C'est un homme de terrain qui connaît très bien le Bénin, et qu'il a dirigé pendant 10 ans, et qui aujourd'hui est à la manette, parce que aujourd'hui c'est l'autorité, si vous voulez, il incarne quand même une autorité. Et il est le leader charismatique de l'opposition, et donc c'est lui le chef d'orchestre, si vous voulez, donc de l'opposition. Et pour rebondir sur votre première question, il y a la question aussi du quitus fiscal qui se pose aujourd'hui. Parce que dans le nouveau code électoral au Bénin, il n'y a que personne ne peut participer à aucune élection au Bénin sans détenir son quitus fiscal. Cela dit avoir les parrainages. Si vous voulez le quitus fiscal. Non, il y a d'abord le parrainage qui est une chose, mais il y a aussi le quitus fiscal. Parce que le parrainage, il faut avoir un certain nombre de députés ou d'élus locaux et avoir la signature du chef de parti politique. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, dont on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le quitus fiscal. Le quitus fiscal, c'est, si vous voulez, représente s'il s'agissait d'une entreprise, on parlerait d'attestation de régularité fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Bénin, personne ne peut être candidat à une élection sans détenir et sans être en conformité ou, si vous voulez, en règle avec le fisc. Et donc tout candidat doit détenir un papier qui montre que sur les 3 dernières années, eh bien, ce candidat n'a pas de démêlés et que ce candidat est en règle en vis-à-vis donc des impôts. Impôts fonciers, impôts, toutes les sortes d'impôts qui existent au Bénin. Donc, et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est aussi, entre autres, pour cette raison que les démocrates n'ont pas encore désigné un candidat. Parce que, rappelez-vous, lors des dernières élections législatives, les démocrates se sont précipités pour désigner des candidats. Et puis, ces candidats, en fin de compte, beaucoup de candidats influents qui pouvaient remporter l'élection dans leur localité n'ont pas pu compétir simplement parce qu'on ne leur a pas délivré le quitus fiscal. Donc, aujourd'hui, les démocrates sont prudents. Ils ont d'abord demandé les quitus fiscaux pour être sûrs que les candidats qu'ils vont désigner ne pourront pas être combattus. On ne pourra pas instrumentaliser ces quitus contre eux. Donc, ça fait partie donc de la stratégie de l'opposition. Et puis, l'autre point qu'il faut approfondir aujourd'hui, c'est quoi? Le code électoral stipule qu'il faut détenir, bien sûr, le quitus fiscal, mais le code ne précise pas qu'avant de demander ce quitus, il faut préciser quel type d'élection. Non, puisque en dehors voilà. Et aujourd'hui, absolument. Et aujourd'hui, il semble que la direction des impôts, le service qui délivre ces quitus-là, est en train de demander à tous les candidats de préciser quel est le type d'élection auquel les gens veulent participer. Et vous dites que les démocrates se montrent prudents. Alors, quelles sont les autres erreurs que Yahi Boni devrait éviter dans le choix à faire? Mais absolument, c'est de se précipiter pour désigner un candidat et qui ne va pas pouvoir détenir ce fameux sésame et qui sera éliminé de la course. Il y a cette première erreur. Mais la deuxième, c'est qu'il faut éviter d'aller trouver un candidat qui ne fasse pas le poids devant Romiadou Wardani, parce que ça aussi, c'est la vraie question. Vous avez vu, on a parlé sur votre plateau ici du profil de Romiadou Wardani, qui est un profil très pesant, très charismatique et qui est un profil présidentiable qui peut gagner. Bien qu'au sein de l'opposition politique, l'opposition dispose également de ce type de profil, mais il faut éviter d'aller désigner un candidat qui ne va pas faire l'unanimité et qui, en fin de compte, va faire que des députés vont démissionner et que ça va créer des difficultés pour empêcher le parti de se présenter. Donc, je crois que malgré tout, les démocrates, eux aussi,
ils ont leur pression à eux et qu'ils marchent également sur des cordes. Et il va falloir de ce côté être très prudent aussi. Le parti traîne les pas à désigner leur candidat à cette élection présidentielle de 2026. Mais selon vous, en tant qu'analyste, quels sont les profils les plus possibles aujourd'hui pour représenter les démocrates à cette élection? En tout cas, pour l'instant, c'est un secret qui est très bien gardé. Jusque-là, aucun nom n'a filtré. Mais on nous parle souvent de Achade Noureni, qui est député à l'Assemblée nationale. On nous parle de Biosawe. Biosawe aussi est un grand économiste qui a fait une carrière internationale. On nous parle du vice-président du parti Les Démocrates aussi, Éric Houndété, qui a une longue carrière parlementaire, qui connaît le Bénin dans tous ses angles et qui est capable d'être un excellent chef d'État. On nous parle également d'un jeune Noureddine Saka, qui est aussi un jeune très dynamique, qui a un profil important, qui peut rivaliser avec le profil de Romuald Wardani. Mais encore une fois, c'est des noms qui sont évoqués par les médias et dans les salons. Mais maintenant, ça reste un secret et qui est plutôt bien gardé jusqu'à présent par la direction du parti. L'opposition a-t-elle réellement une chance face à un candidat adoubé par le pouvoir sortant, en profil comme celui de Romuald Wardani? Oui, ce qui est important pour l'opposition, c'est vraiment de tout faire pour ne pas aller en rang dispersé. De tout faire pour continuer à garder. Je rappelle que le président Yahi Boni a recueilli déjà les 28 parrainages. Les 28 députés ont déjà déposé leur parrainage. Ça veut dire que le parrainage y est, mais il reste tout de même fragile parce qu'il ne faudrait pas qu'un député aujourd'hui démissionne ou soit débauché par le camp adverse pour empêcher aux démocrates de désigner un candidat, surtout que là on assiste déjà à l'émergence des FCBE qui sont en réalité aujourd'hui, et tous les Béninois le savent, c'est une opposition de façade parce qu'en réalité on a vu que les membres de la FCBE n'apportent jamais aucune critique à l'action gouvernementale. Peut-on espérer une coalition de l'opposition dans ces conditions? Bon, en tout cas, pour l'instant, les autres forces de l'opposition qui sont dans le cadre de concertation avec les démocrates, ces forces jusqu'à présent, en tout cas, sont bel et bien alignées avec les démocrates. Donc, pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien pour eux. Mais est-ce que le climat est favorable à une coalition de l'opposition ou est-ce que les clivages sont encore un peu trop forts pour une alliance crédible? L'élection présidentielle, c'est dans 6 mois. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer pendant ces 6 mois. Il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que bien que le président Talon ait fait des résultats probants et que tout le monde a vu, cela ne s'est pas fait sans frustration, y compris dans son propre camp. Parce que là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont soutenu le président Talon, qui se disent mouvanciers, mais qui aujourd'hui ne parlent pas, ne disent rien, qui sont en train de jeter des regards un peu partout pour voir de quel côté est-ce que le vent va souffler et partir. Donc, il y a ces frustrés du camp même de la mouvance présidentielle au Bénin qui, on ne sera pas étonné de les voir rallier à la dernière minute le camp de l'opposition. Il y a d'abord ça. Ensuite, l'opposition a ses chances en matière d'arguments de campagne politique. Bien que la mouvance présidentielle ait des réalisations convaincantes à mettre en avant, mais son bilan en matière de droits de l'homme, en matière de la clarté dans l'exercice du pouvoir, en matière de démocratie, a quelques faiblesses. Et ces arguments-là, les opposants peuvent les utiliser contre eux sur le terrain, lors des campagnes. N'oubliez pas qu'au Bénin aujourd'hui, les droits de grève ont été complètement restreints dans tous les secteurs. Justement, donc, la société civile et la jeunesse béninoise perçoivent-elles cette future élection à venir? Non, pour l'instant, la société civile est en train d'observer.
les médias aussi sont en train de relayer les faits tels que ça se passe sur le terrain dans les états-majors politiques. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est des machines qui vont se lancer d'ici à là, quand on se rapproche, quand on va, parce qu'il y a encore des étapes importantes. Il faut obtenir les quitus fiscaux, il faudrait que le candidat de l'opposition soit connu, et je vous rappelle que, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans 6 mois les élections. Donc, à l'intervalle de 6 mois, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour vous dire clairement que l'opposition a des chances, très sérieusement, et que la mouvance aussi a des chances. Donc, c'est les Béninois qui iront pour voter et choisir leur futur dirigeant. Et à 6 mois du scrutin, pensez-vous qu'il y a un sentiment, un réel intérêt exprimé par l'opinion publique vis-à-vis de ce scrutin? Bien sûr que ce scrutin intéresse les Béninois. C'est-à-dire que ça va être, en tout cas, maintenant que le président Talon n'est plus dans le jeu, en avril prochain, ça va être une grande messe, un grand carrefour où les Béninois auront l'opportunité d'aller apprécier le bilan du président Talon, ou de déprécier et de choisir de faire autre chose. Donc, on a le temps de voir qu'est-ce qui va se passer, mais encore une fois, tout le monde a ses chances. L'opposition a ses chances, la mouvance aussi a ses chances. Et bien justement, et dans la presse locale, on peut lire parfois la présidentielle de 2026 présentée comme une dernière occasion pour les démocrates après 2016 et 2021. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement comprendre par là? Non, ce n'est pas une dernière occasion, peut-être une ultime, d'accord. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que lors des dernières élections présidentielles, l'opposition s'est sentie comme exclue. Donc là, on va vers une élection où l'opposition voudrait prendre sa revanche. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, l'opposition ne manque pas d'arguments, surtout en matière de liberté, en matière de droits de l'homme, en matière de procédure démocratique. Pour tenter de revenir. Absolument. Et puis, Yahi Boni n'a pas visiblement envie d'aller se reposer, comme un ancien chef d'État. Il veut toujours avoir son mot à dire, même s'il n'est plus candidat. Il veut continuer à être le chef d'orchestre de l'opposition. Il voudrait aussi avoir son mot à dire et parachever les actions ou les activités qu'il avait commencées. Donc, de ce point de vue-là, il s'agit d'élections qui seront vraiment serrées, et où vraiment c'est le peuple béninois qui va choisir, comme je le dis, et ça va être une élection vraiment très serrée. Et l'opposition qui a donc demandé dans ce processus la révision du fichier électoral, mais qui a attendu pour les résultats. Non, pour l'instant, les priorités, bon, il semble que jusque-là, la révision du code électoral, je ne suis pas très sûr que l'opposition pourrait l'avoir. Mais pour l'instant, l'opposition a encore des priorités. L'opposition demande déjà la démission de Romuald Wadagni, qui est déjà candidat déclaré, mais qui continue d'officier en tant que ministre des Finances, qui participe au Conseil des ministres. Et n'oubliez pas que le quitus fiscal est délivré par son administration. Donc, c'est un peu difficile d'être joueur et en même temps arbitre. Donc, l'opposition demande à ce que Romuald Wadagni tout simplement rende le tablier et se comporte désormais au Bénin comme étant un candidat. Donc, en réalité, ça fait partie. Donc, c'est pour vous dire que même si le code électoral n'est pas révisé, il y a d'autres défis qui se sont ajoutés depuis que le Romuald Wadagni a été désigné. Donc, notamment la vigilance pour que on n'instrumentalise pas le quitus fiscal et la vigilance pour que l'opposition ne perde pas un député, ce qui, toutefois, pourrait être préjudiciable pour eux. Et dans ces conditions, la commission électorale et le cadre institutionnel offrent-ils, selon vous, des garanties suffisantes pour une élection libre et équitable? En tout cas, le cadre institutionnel, en tout cas, la Sénat, la commission électorale, elle est en place et que elle ne souffre pas d'une grande insuffisance. Maintenant, c'est juste qu'il va falloir pour l'opposition de garder les yeux ouverts, d'être vigilant de façon que justement des articles contenus dans ce code électoral, notamment la loi sur le parrainage, notamment la loi sur le quitus fiscal, ne soient instrumentalisés pour les disqualifier. Et puis aujourd'hui, avec ce nouveau accord de gouvernance qui est signé entre la FCBE et le Bloc républicain et l'UP,
eh bien évidemment, c'est des signaux d'alerte qui font que les opposants sont plus que jamais plus vigilants. Et puisque nous parlons d'élections au Bénin, quel rôle jouent les partenaires internationaux, notamment les observateurs dans l'organisation de ce scrutin à venir? Bien, il faudrait qu'il y ait des observateurs pour venir attester, bon, en quelque sorte, d'une élection crédible et transparente. Mais vous savez, nous, à Africa Dev, ne sommes pas trop partisans de ce genre d'observation à tout vent qui est organisé ça et là. À statut international. Oui, même à statut international. Je trouve que souvent, c'est peut-être une manière d'infantiliser encore plus les Africains, parce que les Africains devraient être capables eux-mêmes d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Comment s'assurer? Mais il y a un arbitre, il y a la Cour constitutionnelle, et nous avons nos instruments, nous avons nos systèmes de contrôle. Donc il y a la Sénat, il y a les voies de recours. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il connaît les voies. Mais à de là, vouloir à chaque fois, d'abord, une indépendance, une vraie indépendance consiste d'abord à avoir ses propres moyens d'organiser les élections. C'est-à-dire que il ne faut pas que les États africains continuent. Il ne faudrait pas, oui, bien sûr, il ne faudrait pas. Notamment des résultats, par exemple. Aujourd'hui, il faut que les Sénats soient dotés de tous les moyens nécessaires et que tous les instruments qui participent à l'organisation d'une élection crédible soient mis en place. Et pour que vraiment, dans tous les pays africains, les gens soient capables d'aller voter, de contrôler, de surveiller leur scrutin de manière à ce qu'on ne leur vole pas leur vote. Et ça, c'est du ressort des citoyens qui militent dans les partis politiques. Donc, il y a ça. Donc, d'abord, la liberté commence déjà par le financement des élections. Donc, il n'est pas normal que jusqu'en 2025, que des gens des pays africains à échéance demande à ce que des institutions étrangères, des pays étrangers les appuient financièrement pour organiser des élections, mais c'est totalement enfantin et complètement irresponsable. Donc, ce genre de choses, il faut les éviter. Nous devons prendre l'argent dans notre caisse à nous, l'argent qui provient du contribuable pour faire nos élections. On ne peut pas commander de l'argent pour faire des élections. Il faut commencer par corriger à ce niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, le Bénin a rompu complètement avec ces genres de pratiques. Donc le financement doit être apporté par l'État béninois, que les instruments, la Sénat, la Cour constitutionnelle, tous les outils de contrôle qui participent à crédibiliser et à faire d'une élection une élection transparente doivent jouer leur rôle. Et qu'à la fin, s'il y a des lésés, qu'ils puissent recourir légalement aux institutions qui doivent arbitrer. Donc, bon, c'est des formalités. Si les observateurs doivent venir d'ailleurs pour regarder, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Il faut que les Africains en arrivent à être capables de faire des choses bien eux-mêmes. Donc, je ne pense pas que ça soit nécessaire d'inviter des organisations ou quiconque pour venir voir que voilà ce que vous faites chez vous, c'est bon ou c'est pas bon. Il n'appartient pas aux autres de nous dire ce qu'on fait, si c'est bon ou pas. Nous devons être capables de faire ce qui est bien pour nous-mêmes, pour nos nations et nos peuples. Et pour conclure, à 6 mois de l'ouverture de la campagne, dans quel scénario vous semble les plus probables sur la scène politique béninoise? En tout cas, il est difficile de dire aujourd'hui de donner des pronostics. C'est vrai que quand vous regardez le profil de Romuald et que vous voyez qu'il bénéficie en plus d'une large coalition, d'un nombre de parrainages confortables. Mais est-ce que ce profil impose aux autres partis d'être plus que vigilants dans le choix de leurs candidats? Absolument, parce que la mouvance présidentielle a mis là-bas à un niveau supérieur. Donc il faut lever aussi le niveau du prochain candidat. Maintenant, et comme je l'ai dit, c'est vrai que les Béninois regarderont le profil, regarderont le projet de société, mais le vote, il reste régionaliste. Et voilà pourquoi la question du colistier est très importante. Et le choix du colistier aussi est important parce que si le candidat est du sud, il faudrait que le colistier soit du nord pour un équilibre géopolitique.
pour que tout le monde se sente concerné, qu'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et qu'on se sente concerné. Mais pour ce qui va se passer pour l'élection présidentielle, je crois que la mouvance a ses chances, l'opposition aussi, et que le vote sera serré. Et le dernier mot reviendra aux Béninois. Merci Nourdine Didialou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes donc en analyse politique, également un spécialiste aussi des questions de communication impact social et directeur général d'Africadev. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.